Certaines pratiques dans le champ de la santé peuvent involontairement contribuer à générer de la souffrance plus qu'à en soulager. Et si on parle de ce paradoxe-là, la question qu'on veut traiter ce soir, c'est lorsque dans le soin, on est face à des manières de faire ou de penser qui produisent l'inverse de ce qu'elles sont censées produire dans le soin, est-ce que l'éthique ne serait pas, dans ces cas-là, dans une forme de transgression de ces normes-là, avec la part de risque que ça implique? Donc moi je suis représentant des usagers et c'est à ce titre que je vais plutôt prendre la défense des patients, on va dire. Moi ce que j'observe en tant que représentant des usagers, dans un premier temps, il y a, comme vous le disiez tout à l'heure, le souci institutionnel qui est celui-ci un peu difficile à gérer. On se rend compte que souvent il y a un manque de personnel, des effectifs qui ne sont pas remplacés pour cause de maladies. De la maltraitance qui est liée au lieu aussi. Mais les patientes me disent, moi je ne me sens pas écoutée quand je dis que je souffre, que j'ai des problèmes tactiles, que je tombe parce que mes muscles sont affaiblis ou mes tendons sont moins solides que d'habitude. Et là, on sent que c'est vraiment pas écouté. Les oncologues, quand elles en parlent, leur disent c'est normal, c'est le traitement. Mais seulement on ne leur propose pas derrière de solutions, alors qu'il y en a, il en existe. Donc ces personnes, ce qu'elles me disent, je me sens seule, je me sens fragilisée, je me sens à l'abandon dans les mains des professionnels et je n'ose pas. Souvent ils n'osent pas dire, ben voilà, cette souffrance, souvent ils se la gardent pour eux parce qu'ils sentent bien que quand ils en parlent, on ne leur propose pas de solution. Et c'est un peu là que le bas blesse, et c'est quand même, moi je considère ça déjà comme une maltraitance. Et ça, les patients, vraiment c'est ce que j'entends en permanence, j'ai l'impression qu'on n'entend pas ma douleur, j'ai l'impression qu'on ne comprend pas que je souffre, et même parfois ça va jusqu'à se dire, ben oui, mais vous savez, vous êtes peut-être plus sensible à la douleur, moi je me suis entendu dire, alors qu'en fait ces douleurs, elles étaient quand même bien réelles. Et ça, c'est passé à côté de quelque chose qui pourrait être réfléchi et qui pourrait permettre d'aider les patients à avancer dans leur parcours de soins. Alors moi j'aimerais quand même terminer mon propos en disant que comme je suis une ancienne soignante, je sais très bien que les personnes qui choisissent ce métier ne le choisissent jamais par hasard. C'est parce qu'on a envie d'aider les autres et qu'on a bien envie de s'investir pour permettre aux gens de se sentir bien en étant soignés. Donc voilà, il n'y a pas du tout de jugement par rapport au monde médical, je vais dire. Moi, je vais commencer par vous parler d'un film de 1993. Donc, je vois qu'il y a des jeunes dans la salle qui étaient peut-être pas nés, mais les plus vieux, ils ont dû connaître, c'est Un jour sans fin, avec Bill Murray et Andie MacDowell. Donc, le sujet, c'est le jour de la marmotte. Donc, c'est un présentateur météo qui va faire un reportage au Québec sur le jour de la marmotte, qui est un jour qui ne présente aucun intérêt. Mais il faut faire un reportage dessus. Donc Bill Murray, le reporter, va au Québec avec son acolyte Andie MacDowell et il présente le jour de la marmotte et ça se passe très mal, il n'y a que des catastrophes. Ça se finit très très mal. Le lendemain matin, en fait, il n'a pas pu partir parce qu'il y avait une tempête de neige, donc il ne peut pas rentrer chez lui. Il dort à l'hôtel. Le lendemain matin, son réveil sonne à 6h comme la veille et c'est les mêmes infos à la radio. Il se dit tiens, c'est bizarre. Il se lève et c'est le même petit-déj. Et il croise le patron de l'hôtel et il lui dit la même chose que la veille. Il sort de l'hôtel et il se passe les mêmes choses. Il rentre dans un poteau, il croise quelqu'un et toute la journée est exactement la même. Sauf qu'il est le seul à s'en apercevoir. Tous les autres autour vivent comme si de rien n'était. Donc il se dit c'est pas possible, c'est un complot. Il va se coucher et le lendemain, pareil. Il se lève à 6h et la même journée. Et tous les jours, ça recommence. Il croise les mêmes personnes. Il va dans les mêmes endroits. Il lui arrive les mêmes choses. Et bien ça, c'est le quotidien d'un résident en institution. Tous les matins, on le réveille à la même heure, et puis les mêmes soignants viennent faire les mêmes gestes auprès de lui, lui servent les mêmes repas, enfin, non, ça change, mais en gros, il y a quand même une catégorie de repas qui sont à peu près les mêmes, surtout si on mange en dîner, et puis c'est le même programme de la télé, parce que de toute façon, il n'a pas la télécommande, c'est le soignant qui l'a. Et puis, on fait les mêmes choses, les mêmes animations, et puis le soir, il se passe la même chose, et il se couche à la même heure. Et le lendemain, pareil.
Donc moi je suis partie sur... j'ai fait simple, en fait, Armand nous avait transmis un rapport sur les maltraitances de Véronique Gadi, qui faisait 97 pages, mais qui était très intéressant à lire. Donc il parlait des maltraitances institutionnelles et soignantes. Donc en fait j'ai repris le plan institutionnel et le plan soignant, parce que je le trouvais très parlant comme ça. Donc j'ai commencé par les maltraitances institutionnelles, qu'on connaît tous en tant que soignants, et qu'on a tous facilement identifiées. Les organisations strictes avec les plans de soins qui sont quasi limitées, justement, les horaires des toilettes, les horaires des repas, les horaires des animations, qui nous semblent routinières, quotidiennes et rassurantes parce que c'est notre façon de travailler, mais qui peuvent être maltraitantes parce que justement, eux, toute leur vie va se dérouler selon ce même minutage. Par exemple, quand on dit que le petit déjeuner finit à 9h30, si on est levé après 9h30, bah, tant pis, la salle du petit déjeuner est fermée. Ça veut dire que pour un résident qui est entré en psychiatrie à l'âge de 40 ans et qui finira en EHPAD à l'âge de 80 ans, ça veut dire que pendant 40 ans, il aura dû prendre son petit déjeuner avant 9h30. Moi, chez moi, le dimanche, je dors jusqu'à 11h. Et puis au final, quand je me lève, je me fais quand même un café et je me fais quand même des tartines beurrées. Si j'étais en EHPAD, je n'aurais pas mon café, je n'aurais pas mes tartines beurrées. Moi, j'ai la liberté, j'ai cette liberté que eux n'ont pas. Donc, c'est là que nous, en tant que soignants, on peut transgresser. On peut dire, évidemment, ok, il y a l'institution d'un côté, on peut aussi offrir une dérogation, un confort, pour que de temps en temps, ouais, le plan de soins, c'est le plan de soins, mais on fait sans. Aujourd'hui, on fait différemment. C'est là que nous, justement, on fait le lien entre l'institution et le résident. D'un côté, la rigidité de l'institution, de l'autre, le souhait du résident. On est au milieu et on s'adapte. Donc en fait, toutes les maltraitances institutionnelles sont régies par ces normes qu'on doit appliquer et auxquelles on se fie. On nous reproche souvent aux soignants le manque de disponibilité. Donc là, je ne vais pas vous apprendre qu'on est en sous-effectif. Dans mon équipe, en ce moment, c'est flagrant. Les infirmiers font des jours et font des nuits. Ils alternent parce qu'ils ne sont pas assez. Je ne vous apprends pas qu'on a une certaine lourdeur administrative. C'est-à-dire que quand on a fini nos soins et qu'on se dit il nous reste une demi-heure pour aller toucher les cheveux d'une vieille dame et être gentil avec elle, et on se rend compte qu'on a oublié de noter les selles, faire les transmissions, ranger les chariots de soins, nettoyer le caca partout dans la chambre. Donc voilà, cette lourdeur administrative, on la subit nous aussi au quotidien. Et là, on n'a pas encore réellement trouvé de solution pour ne pas être maltraitant quant à notre manque de disponibilité, mais on réfléchit, on y travaille, c'est pour nous. Enfin, il y a les lieux dans les maltraitances institutionnelles. En fait, on a fait des lieux de vie, en fait, des lieux complètement privés, où on dit oui, c'est ouvert, venez voir les gens, venez, vous verrez, c'est sympa, mais concrètement, on ne peut même pas leur offrir un café, quoi, parce qu'on n'a rien pour ça. Donc là, c'est pareil, on est désolé, on y travaille. Mais tout ça pour dire que ces maltraitances institutionnelles, c'est à nous en tant que soignants de se dire ok, ça existe, c'est là concrètement je ne peux pas y faire grand chose, mais moi en tant que soignant je peux essayer de trouver des petites choses. Je peux quand même aller offrir un café à une famille, même si c'est pas l'heure, même si c'est pas du bon café, c'est le café de l'hôpital, il n'est pas terrible, mais je vais quand même essayer de trouver un petit endroit, un petit moment pour être disponible. Donc il y a ce qu'on appelle les maltraitances soignantes. Alors, je pensais, en bonne aide-soignante que je suis, que je n'aurais rien à dire sur le sujet. Et au final, je me suis fait un peu peur parce qu'il y en a 3 fois plus. Donc, voilà, désolée. On a, pour commencer, je ne sais pas si vous lisez le Huffington Post sur Internet, il y a eu un article récemment qui s'appelait le Elder Speak. Donc, le Elder Speak, c'est le langage des aînés, c'est en anglais. Et c'est la façon dont nous, soignants, on parle aux gens en croyant leur faire plaisir. Elle va bien ? Elle a bien mangé ? Non, elle finira sa soupe quand même. Alors on leur parle comme ça. On se permet le plus d'irrespect, mais gentiment, parce qu'en fait on les aime. Et c'est connu que les soignants, ils aiment leurs patients. Donc en fait, être trop gentil, c'est pas gentil au final. Et ça, c'est une maltraitance soignante. Et c'est une maltraitance qui est beaucoup plus difficile à identifier, parce qu'on ne veut pas être maltraitant. On veut être gentil, on veut être bien traitant, et on se trompe. Quand je suis allée regarder la définition de la maltraitance, je suis tombée sur une définition donnée par le Conseil de l'Europe en 1987. Et la définition est la suivante. Tout acte ou omission commis par une personne, s'il porte atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou psychique,
ou à la liberté d'une autre personne, ou compromet gravement le développement de sa personnalité et ou à sa sécurité financière. Ce qui est intéressant dans cette définition, c'est qu'on ne parle pas de l'intention de la personne qui pose l'acte. On ne parle que de l'acte en lui-même. Et c'est là-dessus que je voudrais porter mon propos. Je n'ai jamais rencontré de professionnel sadique, pervers, ni même qui soit joyeusement, sciemment, avec plaisir, dans le désintéressement de la personne vulnérable en face de lui. J'ai par contre rencontré des professionnels de très bonne volonté, d'excellente intention, cherchant à faire le mieux possible pour son patient et capable de poser 10, 20, 30 fois par jour des actes perçus comme maltraitants. C'est très important pour moi qu'on puisse différencier l'intention, le besoin en tant que professionnel, l'individu que nous sommes et l'acte, la modalité que nous allons employer et qui, elle, peut être maltraitante. C'est important pour moi de différencier les deux parce que ça nous permet du coup de regarder peut-être avec un peu plus de détente et un peu plus d'honnêteté ce que l'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait. Alors qu'est-ce qui peut me rendre maltraitant malgré moi? Et là on se rend compte que finalement des actes qui nous sembleraient des actes de soin, de prendre soin de l'autre, rentrent dans la catégorie des maltraitances définies par le Conseil de l'Europe. La question, quand on se pose en disant « Ah, quand même, on a quand même un peu réfléchi à la question, mais qu'est-ce qui fait qu'on est encore en capacité de poser des actes maltraitants ?» Eh bien, à certains moments, on va poser des actes vis-à-vis de nos patients et de nos résidents, et ces actes rentrent dans les catégories de maltraitance définies de manière plus générale. Alors, qu'est-ce qui va faire à un moment donné que ça va poser problème? Quelle va être la différence entre l'acte de soin et l'acte de maltraitance? Eh bien, la première chose dont il faut se méfier, effectivement, c'est la banalisation des choses. Je le fais sans même m'en rendre compte. C'est comme ça se pratique. La deuxième chose, du coup, ça rejoint, c'est le manque de clarté. Je ne sais pas très bien pourquoi ça se fait comme ça, je ne sais pas très bien pourquoi je le fais, mais enfin, on me l'a demandé, maintenant je le fais. Et puis, on a le dernier point qui est le fameux « c'est ça qui est bon pour vous ». Voilà. Et le fameux « c'est ça qui est bon pour vous », mais c'est ça qui est bon pour l'autre. Il est terrible celui-là parce que là on en parle, on est déconnecté de notre pratique. Mais pour certaines choses, c'est intrinsèquement rentré en nous. C'est-à-dire qu'on n'a même plus la clarté, que c'est ça qui est en train de nous guider. C'est devenu une boussole interne sur laquelle on n'a même plus la lisibilité, la lecture et la clarté. Quand on dit « c'est ça qui est bon », oui mais je le fais parce que c'est ça qui est bon pour l'autre. Je vais vous donner un exemple qui est un peu choquant, mais enfoncer quelque chose dans l'anus de quelqu'un, ça s'appelle un viol. Si je mets une blouse blanche, ça peut s'appeler un lavement. Ça peut s'appeler une sonde rectale. C'est pas pour dire qu'il ne faut pas le faire. C'est simplement pour dire, j'ai tout intérêt à savoir exactement ce que j'attends de ce geste. Parce qu'il y a un moment donné, ça va faire acte de maltraitance sur l'autre. Donc si je n'en attends pas un bénéfice supérieur, il faut vraiment que je réfléchisse à ce que je fais et pourquoi je le fais. Donc c'est important en tant que professionnel que je puisse avoir de la clarté sur mes référentiels. Qu'est-ce qui fait que ça me semble ajusté? Au nom de quoi je définis que cette modalité de prise en charge est bonne? C'est important aussi de se rappeler qu'on est juste en 2017. Quand on regarde en 1917 la manière dont on prenait en charge les gens, on se dit « Oh, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais alors qu'est-ce que je suis contente de ne pas vivre à cette époque ?» Peut-être en 2117, ils regarderont la manière dont on travaille et puis ils se diront « Bon, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais alors qu'est-ce que je suis contente de ne pas vivre en 2017 ?» Donc, pour conclure, me reconnaître comme un individu qui est plein de bonne volonté, qui est dans l'élan de contribuer pour l'autre, et comme un professionnel capable de poser des actes maltraitants, c'est-à-dire juste désajuster par rapport aux besoins réels de la personne en face, ça me permet d'entrevoir ce qui me semble fondamental pour être un professionnel adapté à la personne en face, c'est-à-dire la prudence dans les actes. Alors, comment, après ce que je viens de dire, alors que les droits des patients sont nombreux, précis, inscrits dans la loi, inscrits dans le règlement,
comment, avec des devoirs professionnels de plus en plus contraignants, des règles professionnelles abondantes et qui peuvent parfois se substituer ou en tout cas contrarier la libre décision du médecin lui-même face à une pathologie. Il doit suivre une certaine procédure, selon les règles de la profession, avec des contrôles judiciaires et administratifs de plus en plus rigoureux, avec des patients de plus en plus exigeants et décomplexés, je dirais, qui n'hésitent pas à contredire, à contester, à remettre en cause le pouvoir médical et même à saisir parfois le juge. Comment, alors que les représentants des usagers sont de plus en plus présents dans les établissements, je vous parlais tout à l'heure des commissions des usagers, des conseils de vie sociale, des conseils de surveillance, comment, alors que les équipes soignantes sont de plus en plus sensibilisées à ces notions de maltraitance et de bientraitance, eh bien, comment se fait-il qu'il y ait encore de la maltraitance? Alors, deux réponses. La maltraitance visible, celle dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire celle qui relève de la volonté de nuire, forte et qui défraie de temps en temps, le plus rarement possible, la chronique, a tendance à disparaître, mais on en parle de temps en temps. Ces semaines passées, on a encore parlé de cette affaire de cette aide-soignante qui a répondu de ses actes devant une cour d'assises. Par contre, la maltraitance ordinaire, celle dont les professionnels viennent de parler, eh bien, elle est bien une réalité. Alors, qu'est-ce que cette maltraitance ordinaire, de mon point de vue, je n'engage que moi, je dirais que ce n'est pas le manquement à une règle positive, ce n'est pas le manquement à une règle écrite, à une règle de droit. C'est parfois l'application sans discernement de ces règles, ce que vous disiez également tout à l'heure. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas assez de règles, qu'on soit bien clair là-dessus, et parfois, je dirais même qu'il y en a un peu trop. Il y a parfois des règles qui se mêlent de ce qui ne devrait pas relever du domaine de la règle. Quand on écrit dans le Code de la santé publique qu'un soignant doit s'attacher à soulager la douleur, c'est un peu étonnant qu'on soit obligé de l'inscrire c'est un décret, le Code de la santé publique, il y a une partie législative, un décret. Donc c'est quand même étonnant, alors que ça devrait relever de l'éthique professionnelle du soignant. Donc cela prouve que les règles ont bien sûr leurs limites, et que tout dans le rapport soignant-soigné ne peut pas faire l'objet de règles, fort heureusement. Cette maltraitance, je dirais aussi que c'est une perception de la part du patient ou de la personne hébergée ou de ses proches, les proches, le degré de maltraitance pour un même acte pouvant varier d'un individu à l'autre. Je dirais in fine que c'est le manquement à l'obligation de respecter la dignité de l'individu. En résumé, c'est un manque d'humanité dans le soin, un défaut de supplément d'âme, je dirais. Mais je voudrais poser, je suis un peu long, une dernière question, puisqu'on parle de maltraitance dans le domaine de la santé. Doit-on se limiter à la seule relation entre le soignant et le soigné? Il y a d'autres domaines de maltraitance dans le domaine de la santé. Je veux parler de l'accès aux soins. N'est-il pas, n'est-ce pas de la maltraitance en matière de santé que de devoir attendre plus d'1 an pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologiste? N'est-ce pas de la maltraitance que de devoir rechercher un médecin généraliste qui accepte de devenir votre médecin traitant? N'est-ce pas de la maltraitance que de devoir renoncer à des soins en raison de leur coût? N'est-ce pas de la maltraitance que de devoir accepter des dépassements d'honoraires pour être soigné, voire de donner des dessous de table à un médecin hospitalier pour qu'il vous soigne? Ce sont aussi des exemples de maltraitance. Pour lancer le débat et nous ramener quand même à ce qui fait qu'on réfléchit ensemble autour de la question de la transgression, et en l'occurrence de la transgression de la norme. Alors je note, merci M. Flammarion, que finalement l'excès de production de normes peut nuire gravement à la santé.
Et je constate, soignant que je suis, que nous ne manquons pas de normes à appliquer, à tel point parfois qu'on en oublie l'objet de la norme, qui est la personne malade. Hein, et ça, c'est une situation fréquente de maltraitance. L'excès de souci de respect de la norme conduit à oublier la raison pour laquelle on établit des normes. De mon point de vue, il faudra que nous y réfléchissions, mais finalement, pour revenir à la question et lancer le débat, à la question qui fait qu'on se rencontre ce soir, lorsque l'application de la norme conduit à une forme de maltraitance, ou de souffrance, si on veut se mettre du côté de la personne malade ou handicapée, est-ce que pour autant, cela veut dire qu'il faut ne pas respecter la norme, transgresser la norme, adapter la norme? Est-ce qu'un système qui fait qu'on a fabriqué tant de normes est un système qui ne doit pas être interrogé? Qu'est-ce qui fait qu'on a tant besoin de normes, d'ailleurs? Au point qu'aujourd'hui, on est en train de se poser la question de savoir s'il ne faut pas les transgresser, ces normes, quand elles sont excessives. Qu'est-ce qui fait qu'on a ce besoin? En France en particulier, où, vous le disiez, Monsieur Flammarion, nous sommes le pays qui fabrique le plus de lois à la minute, qui fabrique, on a un régime parlementaire qui aime la loi, le rapport au droit, mais quand on constate que ça nuit à la santé, on doit quand même interroger la question de la transgression, me semble-t-il. Je notais en vous écoutant les uns ou les unes et les autres, regardez, j'ai essayé de noter 2-3 endroits où on ne voit pas la norme, mais où elle s'installe de façon assez pernicieuse. Je ne sais plus qui parlait des plans, ou du plan cancer, par exemple. Le dispositif d'annonce. Vous savez que maintenant, du fait du droit de la loi de 2002 en particulier, et puis des plans de santé publique qui se sont succédés, on doit, au nom du respect de l'autonomie de la personne et de son consentement éclairé, annoncer à quelqu'un ce dont il est le principal concerné. Mais on sait combien la norme dans la façon de parler à autrui peut générer de la souffrance, de l'incompréhension, voire l'impossibilité d'entendre ce que l'on a à dire. Donc la norme qui consisterait à dire peut être interrogée quand dire produit de la souffrance. Regardez comment aujourd'hui, cette fois je passe dans l'organisation même du système de santé, les normes qui fixent l'organisation du système de santé. Je prends un troisième exemple et puis après je m'arrête. Mais c'est simplement pour lancer un peu le débat que je donne ces exemples. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, au nom de principes qui sont ceux de la sécurité d'autrui, on oblige des personnes âgées, on les contraint à finir leur existence dans des endroits où très majoritairement, elles n'ont pas envie de finir leur existence? L'application d'une norme sécuritaire conduit la France à être aussi un des pays où on est le champion du suicide des personnes âgées qui se suicident autour de ces décisions pour autrui, qui sont irrespectueuses. Autre norme, ou autre champ de la norme dans le système de santé, c'est, M. Flammarion, vous connaissez bien ça, la tarification à l'activité, qui fait que dans le court séjour, pour faire simple, on finance les séjours en fonction des activités qui se sont produites. Ces activités sont définies en fonction d'une classification des activités. Il apparaît, quand on prend un peu de distance, que n'est pas une activité financée, c'est reconnu, pour être valorisé, le fait d'écouter autrui, le fait de prendre du temps pour lui parler, le fait de réfléchir avant d'agir. Par contre, est valorisée comme norme l'action technique. Donc je suis dans la caricature dans mon propos, mais l'application stricte de la norme peut conduire parfois à une souffrance via une maltraitance. C'est-à-dire qu'à ne plus réfléchir avant d'agir, on sait que notre système contribue à générer des situations de souffrance au seul fait qu'on a appliqué des techniques que l'on savait appliquer. Le fait de ne pas reconnaître
la discussion et la réflexion éthique comme un acte, d'ailleurs c'est assez dévalorisant, hein. Ça veut dire que cet acte n'en est pas un, le fait de ne pas le reconnaître conduit indirectement à ne plus réfléchir et agir sans réfléchir, et à ne plus penser ce qu'il peut advenir de ce que l'on va produire en ne réfléchissant pas avant d'agir. On est donc aujourd'hui dans un système qui, paradoxalement, fabrique de la norme qui contribue à oublier l'objet de la norme et finit par faire souffrir et à générer de la maltraitance. Donc la question qu'on doit discuter entre nous, c'est est-ce qu'on peut s'autoriser une forme de transgression? Est-ce que parfois la transgression d'une norme, ou de l'application de la norme, ou du rapport que nous avons à la norme, c'est plutôt ça, c'est pas la norme qu'il faut transgresser, mais c'est le rapport qu'on a à la norme. Est-ce que nous sommes tenus d'appliquer la norme, ou est-ce que nous sommes invités à réfléchir à la fonction de la norme? Et ne pas appliquer la norme lorsqu'il s'agit d'un individu est quelque chose qui peut, de mon point de vue, être totalement éthique. Allez dire à notre société en général, eh bien, puisque monsieur X ne veut pas rentrer en EHPAD et qu'il risque, s'il n'y rentre pas, de raccourcir sa propre existence du fait d'une insécurité dans laquelle il se trouve, je pense qu'une autre norme nous rattrapera, c'est celle de la justice, qui finalement nous contraint à faire ce qu'il ne serait pas recommandé de faire, du fait du droit qui s'impose parfois. Imaginez que nous transgressions les normes qui sont quand même assez nombreuses en termes de sécurité ou de démarche-qualité, par exemple. Nous sommes un petit peu envahis, mais je suis euphémisant en disant cela, par des contraintes autour de tout cela. Que nous décidions que ce n'est plus notre priorité. Et que notre priorité, c'est la personne qui est devant nous. Eh bien, nous ne ferions pas long feu au niveau de l'institution. L'irrespect de la norme nous amènerait à ne pas être reconnus dans notre capacité soignante, en quelque sorte. Vous voyez, cette tension qui existe. Alors, il ne s'agit pas comment dirais-je, d'interpeller, de créer un mouvement, un nouveau mouvement, tous contre la norme et tous pour la transgression. Ce n'est pas ça que je veux dire, naturellement. Mais je pense qu'il faut réfléchir notre rapport individuel à la norme qui ne peut qu'être collective. Notre rapport individuel à cette norme, à mon sens, est ce qui permettra ce qu'on appelle l'adaptation et l'adéquation à une situation singulière. Mais si nous considérons que la norme est intangible, doit être respectée en tant que telle, eh bien, nous générons une forme de maltraitance qu'il s'agit, de mon point de vue, de contester. L'aboutissement du respect de la norme, parfois, dans le milieu de la santé, c'est l'absence de parole, l'absence d'explication, le silence, puisqu'on est tout à son attention de bien respecter la norme et de bien faire comme la procédure dit qu'il faut que nous fassions. On en oublie de parler, on en oublie de dire un mot, on en oublie même de regarder les personnes, et je pense que de ce point de vue-là, à notre corps défendant, comme ça a été dit, bien entendu, nous pouvons être des acteurs, paradoxalement, de la souffrance pour autrui. C'est quand même le comble. Vous disiez, M. Flammarion, qu'on ne devrait pas avoir à écrire dans le Code de santé publique que la mission du soignant, c'est d'apaiser la souffrance ou de soigner la douleur. Mais encore faut-il se rendre compte que l'application stricte de la mission et des normes des soignants peut conduire à la souffrance et à la douleur.